Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui du film Solo, Star Wars Story, consacré au personnage de Han Solo. Alors, est-ce un bon film? Est-ce un mauvais film? Je vous propose d'en discuter. Je suis d'accord avec Blue Sheet qui disait qu'une origin story, c'est on part d'un point A à un point B, et le point B en quelque sorte c'est l'épisode 4. Bon, or là c'est pas trop le cas, puisque le point B, en fait il n'y a pas réellement de point B, puisque quand le film commence, Han a 20 ans à peu près. On a une petite ellipse temporelle par l'intermédiaire d'un autre personnage, et du coup quand le film se termine, Han a à peu près 23 ans. Du coup, étant donné que dans Star Wars 4, Un Nouvel Espoir, Han a 29 ans, on se demande ce qu'il se passe entre ses 23-24 ans et ses 29 ans. Et ça sera forcément expliqué puisque l'acteur Alden Ehrenreich a signé pour, je crois, 2 autres suites. Voilà, alors c'est une origin story. Alors l'origin story d'un personnage, c'est de raconter justement le personnage. Voilà, ça a été le cas par exemple bizarrement c'était le cas avec Anakin, épisode 1, 2, 3, qui ne sont pas des spin-offs, qui ne sont pas des origin story, mais on suit le parcours, l'évolution d'Anakin, épisode 1, épisode 2, épisode 3, où il sombre du côté obscur et où il devient Dark Vador. Voilà, là on part dans Solo, on part d'un personnage qui a déjà qui a 20 ans, donc qui a déjà eu du vécu, mais on ne sait pas ce qu'il a vécu, et donc j'ai l'impression que c'est un peu une fausse origin story. Alors est-ce que le spin-off sur Solo était indispensable? J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire, on a Solo qui débarque dans Star Wars épisode 4. On sait pas grand-chose de lui, on sait que c'est un contrebandier. On sait qu'il a obtenu le Faucon Millennium. Il est accompagné de Chewie. On n'en sait pas trop. Alors là où Lucas est intelligent, c'est que on en savait à propos de Han, on n'en savait jamais plus que les personnages qui étaient autour de Han Solo. Alors, c'était pas vraiment un spin-off obligatoire, mais quand Han mentionne l'acquisition du Faucon Millennium, Lando Calrissian, quand on le voit avec Chewie, quand il est question du raid de Kessel, on se dit oui, il nous faut un film sur Han Solo. On veut savoir comment il est devenu en quelque sorte contrebandier. Voilà, on veut connaître ses péripéties. Et c'est là le problème en fait, parce que c'est un contrebandier, il a vécu plusieurs aventures, et là j'ai l'impression que dans ce spin-off, ils ont voulu faire l'aventure avec un grand A, en nous mettant dedans le minimum syndical qu'on connaît en fait. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, dans l'épisode 4, il y avait un côté mystérieux autour de Han. Du coup, c'est-à-dire l'acquisition du Faucon, le fait qu'il soit accompagné par un Wookiee, Lando Calrissian et compagnie, ça donnait un petit côté mystérieux. Du coup, ce spin-off, quelque part, on démystifie le personnage, on lui enlève ce côté mystérieux. Mais en même temps, parallèlement, ça permet de découvrir comment il est devenu le personnage tel qu'on le connaît. Le spin-off en tant que tel, j'étais pour. Voilà. Et j'étais pour les raisons évoquées, c'est-à-dire le raid de Kessel, sa rencontre avec Chewbacca, sa rencontre avec Lando Calrissian, et voilà. Mais comme je vous dis, c'est l'aventure avec un grand A, et dans lequel
Les producteurs, en fait, c'est comme s'ils avaient une boîte et puis ils se sont dit, bon bah on va mettre Chewbacca, on va mettre Lando, on va mettre le Faucon, on va mettre le Blaster, on va mettre ceci, on va mettre cela, on va même mettre tout. Et au final, ça finit par déborder, et quand ça finit par déborder, bah malheureusement, c'est mauvais signe. Alors, on va commencer déjà. Premier point, le générique. On a le générique habituel, il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine. C'est quoi déjà? Le désordre règne. Déjà, rien que ça casse le truc. Non, c'est malmené. Je veux dire, c'est valable pour une parodie. Un film, par exemple, genre Mel Brooks, mais dans Star Wars, non. Le désordre règne, non, ça n'a pas sa place. En ce qui concerne le comédien Alden Ehrenreich, les avis sont assez unanimes. C'est-à-dire, en fait, alors on sait que l'acteur a été coaché pour l'interprétation du rôle, donc déjà, ça faisait un petit peu peur. Et là où j'ai été déçu, c'est quand je lis sur internet qu'il a été coaché non pas pour apprendre pour interpréter son rôle, mais visiblement il aurait été coaché pour s'approprier les gimmicks de Harrison Ford. Et franchement, là je dis non. Je veux dire, Han Solo c'est Harrison Ford c'est Han Solo. Harrison Ford a réussi à s'approprier le personnage à sa manière. On va pas demander à un acteur, je sais pas, en gros, ils lui ont dit, bon bah écoute, on va te coacher non pas pour jouer Han Solo, mais on va te coacher pour jouer Harrison Ford qui joue Han Solo. Et franchement, c'est complètement débile, ça casse tout. Mais bizarrement, on sent que l'acteur, on sent qu'il y croit. Il y a cette volonté de... On le sent impliqué, mais le problème c'est que ça prend pas. Il y a des fois, il y a des scènes où il prend des pauses, par exemple, en mode comme ça, et tout ça, mais c'est forcé, c'est surjoué, je suis désolé, c'est pas du tout crédible. Du coup, déjà, d'entrée de jeu, ça casse le personnage. Voilà. Emilia Clarke, malheureusement, Emilia Clarke nous confirme une chose, c'est que en dehors d'Daenerys, où elle joue très bien, tout ce qui est grand écran, là aussi, c'est un peu bancal. J'ai eu l'impression, curieusement, j'ai eu l'impression de voir une Cersei Lannister un peu plus modérée, un peu moins machiavélique, puisque bon, il y a un petit retournement de situation. Voilà, mais j'ai pas eu l'impression de voir... je sais pas, là aussi, c'est bien joué, mais on n'y croit pas vraiment, quoi. C'est mielleux, c'est digne, c'est un peu digne d'un téléfilm, voilà. En ce qui concerne les péripéties, on va dire, qu'on connaît, les aventures de Han Solo, par exemple, sa rencontre avec... non, je vais même pas parler de ça, je vais par exemple prendre le point de départ, Solo. On nous avait dit, vous apprendrez pourquoi Han Solo s'appelle Solo. Bon, alors, petit spoiler, en fait, Solo, pourquoi il s'appelle Solo? En fait, il a pas de nom de famille, c'est quand même curieux, et il dit, je sais plus à qui il dit ça, à un garde, puisqu'il veut s'échapper, il lui dit comment tu t'appelles, bon il répond je m'appelle Anne, il lui dit Anne comment, il répond pas, il lui dit je suis Solo, et le garde lui dit ah bon très bien, on va t'appeler Han Solo. Bon voilà, ça casse un peu le truc, voilà. Deuxième point négatif, la rencontre avec Chewbacca. Là, ça m'a vraiment fait chier, il n'y a pas d'autre mot. Il y avait eu des photos de tournage où on voyait Chewbacca dans une forêt avec sa famille, et il était question éventuellement au départ que Han aille sauver Chewie. Et en fait, c'est... alors, petit spoiler... Anne est enfermée dans une espèce de prison, dans un sous-sol tout crasseux avec de la boue et tout. Voilà, il est enfermé là-dedans.
On voit des ossements humains, on entend une espèce de grognement, on voit Chewbacca qui arrive, les deux personnages commencent à s'affronter, et puis là, waouh, miracle, Anne qui parle le langage Wookiee. Qui, que, quoi, comment, où, que... Aucune réponse. Il parle le langage Wookiee, ça y est, c'est bouclé, c'est son pote, c'est son meilleur pote. Voilà, non, je suis désolé, non, j'y crois pas. Non, c'est difficile à y croire. D'autant plus que, un peu plus tard dans le film, on apprend que Chewbacca, sa famille a été exterminée. J'aurais préféré une rencontre un peu plus mieux menée. Le coup de faire passer, alors en plus, Chewbacca pour un monstre qui dévore les humains et tout, puisqu'on voit dans la scène, on voit des ossements, on voit un crâne et tout. Non, ça, là aussi, ça casse le truc. Autre critique, la partie avec Calrissian, donc la partie de jeu, je crois que c'est le Sabax, il me semble, si je me trompe pas. La scène est plutôt bien faite, c'est plutôt bien tourné. Voilà, alors le personnage de Lando est plutôt bien interprété, bien joué, voilà. Après, ce qui m'a dérangé, c'est... alors, il y a un truc qui est soulevé dans ce passage-là, c'est la volonté d'émancipation des robots. Bon, par l'intermédiaire de L3, voilà, puisqu'à un moment, on voit des combats de droïdes dans une cage. Et elle leur dit oui, vous en avez pas marre de servir d'esclaves aux humains et tout. L'idée est intéressante, malheureusement, encore une fois, c'est mal approfondi et c'est balayé d'un revers de la main. On se serait cru dans un mix iRobot Blade Runner. Je dis pas que ça n'avait pas sa place, ça aurait pu être intéressant, bon, pas forcément à ce moment précis, mais le problème c'est que l'idée est amenée et c'est torché, voilà, il n'y a plus rien. Autre point par rapport à Lando Calrissian, c'est que à un moment donné, il y a L3 qui laisse penser que Lando a des penchant sexuel pour les robots et plus particulièrement pour elle. Et là, je me dis, what the fuck? Quel rapport avec Star Wars? Quel rapport avec l'univers de Star Wars? Et même si on se détache de Star Wars, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Je veux dire, ok, mais j'ai rien contre, mais est-ce que ça a sa place dans le scénario? Est-ce que ça sert à construire l'histoire? Est-ce que ça apporte quelque chose pour la construction narrative? Non, c'est quelque chose dont on se fout royalement. Voilà. Alors, non seulement on s'en fout, mais en plus, ça fait un peu bizarre quand même de savoir que Lando fricote avec L3. Enfin, je sais pas moi, c'est voilà quoi. Ensuite, le raid de Kessel, voilà, bon, moi franchement c'est le truc que j'attendais le plus. Bon, si je disais que la scène était complètement foirée, je mentirais. Voilà, c'est bien foutu. Le seul problème, c'est que c'est bien foutu, mais c'est mal rythmé. Il y a pas de suspense, il y a strictement rien, quoi. Ils sont dans les mines de Kessel, ils sont poursuivis à un moment par 3-4 vaisseaux T-Fighters qui sont pulvérisés évidemment, et puis à un moment on a putain comble du mauvais goût, une espèce de poulpe géant qui remonte de la surface de la lave et qui les poursuit. Et là, on aurait dit un peu, on se serait cru un peu, enfin moi je me suis cru un moment lors de ce passage-là dans le choc des titans, en mode libérer le Kraken. Non, je veux dire, le raid de Kessel c'est quelque chose qu'on attendait.
pourquoi ils nous ont foutu un monstre qui en plus est ignoble, ne ressemble strictement à rien, au lieu d'une simple bataille. Une bataille dans les mines de Kessel, ça aurait été amplement suffisant. Surtout qu'on voit à un moment les vaisseaux, les T-Fighters, bon, il y en a 3-4, mais bon, ils auraient multiplié ça par 100, ça aurait été beaucoup plus, je sais pas, ça aurait mis beaucoup plus de piment. Alors, l'autre truc aussi, c'est le Faucon Millenium qui commence à perdre de la vitesse. Ils sont obligés de lui injecter du coaxium pour lui donner un peu de boost. Ils injectent le coaxium, le Faucon Millenium perd de la vitesse, ce qui fait qu'on se dit il va se faire attraper par l'espèce de monstre là. Et puis finalement il est propulsé. Et puis Anne active la vitesse lumière. Et puis au moment où les mines commencent à se refermer et tout ça, il arrive à effectuer une manœuvre qu'il n'avait pas réussi à faire au début du film avec son speedster. Voilà, puisqu'au début du film, à un moment, il y a une poursuite avec le speedster, il essaye d'effectuer une manœuvre, et malheureusement, epic fail, voilà, et là, avec le Faucon, évidemment, le speedster qui a la taille à peu près d'une voiture, hein, le Faucon qui est 10 fois plus grand, hein, voire même plus, il effectue exactement la même manœuvre, et comme par hasard, il s'en sort. Bon, malheureusement, c'est, encore une fois, on n'y croit pas. Et puis après, quand il arrive, quand il sort des mines, il se la pète devant Lando en disant hey, ton raid là, je l'ai fait en 12 parsecs. Voilà. On a aussi un film qui fait énormément dans le fan service. Un truc tout con, par exemple, à un moment on a le personnage de Beckett qui donne le blaster à Anne. Et là, on a un bon gros plan, un bon gros zoom sur le blaster en mode hey, c'est le blaster de Anne. Regardez, c'est le blaster du 4. Vous avez vu? Attendez, hein, on l'a mis, on a réussi à le caser. Voilà, autre chose, alors, les dés qui... alors on les voyait dans l'épisode 8, les fameux dés, bon on les avait vus dans d'autres épisodes. Voilà, on le voit manipuler les dés, bon, qui sont censés lui porter chance et tout. Là aussi, à chaque fois qu'on voit les dés, c'est des gros plans sur les dés. C'est les dés qui ont porté chance à Han Solo, hein, et bizarrement, alors c'est ce qui est bizarre, parce que les dés sont mis en avant, par exemple, dans l'épisode 8, parce que Luke les remet à Leia en guise d'espoir. Et ce qui fait que, en fait, il aurait fallu que Solo sorte avant le 8, en fait, pour avoir l'explication des dés et tout. Parce que sinon, dans le reste, dans les autres épisodes, ils sont insignifiants, quoi. Zig, pareil, on a une scène, pas vraiment un duel, mais bon, la scène qui confronte Beckett et Solo, et bien entendu c'est Solo qui tire en premier. Gros clin d'œil au 4. Les mecs, regardez, c'est Solo qui a tiré en premier comme dans le 4. C'est que c'est du fan service. Ils refont du copier-coller qui modernise. On a l'impression d'avoir c'est comme les jeux, vous savez, sur PS4, les éditions remasterisées. En fait, c'est un peu ça ce qui se passe. Voilà. Du coup, après, il y a du fan service qui est quand même bien mené, on va le reconnaître. Un truc tout con, par exemple, j'ai vu un petit clin d'œil j'ai oublié son nom. R2, par l'intermédiaire d'une porte, en fait, parce qu'en fait il y a une espèce de porte arrondie, ovale, et qui est à l'effigie de R2D2. Voilà. Il y a Beckett qui mentionne, alors je sais plus à quel moment, mais il mentionne le personnage d'Aura Singh. Il dit qu'il l'a tué. Alors Aura Singh, piqûre de rappel, on la voyait dans l'épisode 1, voilà. C'était une chasseuse de... Alors il me semble que c'est une chasseuse de Jedi. Et après elle apparaissait dans les animés. Et là on apprend, que Beckett l'a tué. Bon, là ça va, c'est sympa. Moi le fanservice ça me dérange pas personnellement, j'ai rien contre. Ouais, quand c'est du fanservice qui est suggéré, qui est
qui est faufilé comme ça, là ça me dérange pas, la pilule passe, voilà. En ce qui concerne le méchant, bah Dryden Vos, je crois. Ben, j'ai envie de dire que le pauvre, à aucun moment il ne suscite la crainte et la peur, à aucun moment, voilà. Voilà, on a une espèce de méchant, j'ai même pas envie de dire caricatural, parce qu'il est pas caricatural, mais on a un méchant qui est pas profond, qui manque de, qui est pas approfondi, qui est pas qui est presque inexistant en fait. Voilà, qui est là pour faire office de figuration, pour dire bon bah tiens, c'est Star Wars, on va mettre un petit méchant de service, voilà. Alors voilà, c'est tout comme un peu Kira, c'est entre guillemets le petit retournement. Bon bah évidemment on le voit venir à des kilomètres, évidemment. Lorsqu'il y a un moment, lorsqu'il y a l'ellipse, on se dit c'est pas possible, la fille elle débarque pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, forcément elle cache un truc. Voilà. C'est un film qui se laisse voir, bon voilà, c'est un bon divertissement. Voilà, mais c'est le genre de film qui aurait pu sortir en téléfilm en fait, voilà. Et c'est un peu dommage parce qu'il y avait de la matière et il y avait de la matière à faire quelque chose, mais on se retrouve avec une matière qui n'est pas consistante. Donc en fait, et c'est ce que j'avais lu d'ailleurs sur un forum, c'est tout est intéressant, tout est suggéré, tout ce qui est suggéré est intéressant, mais le problème c'est que les personnages, les comédiens évoluent dans quelque chose qui n'existe pas. Du coup, à partir du moment où ils évoluent dans quelque chose qui n'existe pas, ce n'est pas du tout crédible. Voilà. Alors le film se termine, entre guillemets, on va dire, avec un petit twist. Alors je vais essayer de pas spoiler, donc je vais nommer... il y a un personnage qui apparaît, je vais le nommer X, voilà, comme ça, je dis pas de qui il s'agit. Voilà, on se rend compte donc que Daenerys travaille pour X, et bon, le personnage apparaît. Alors là, il y a deux problématiques, c'est-à-dire ceux qui ont suivi que les films se disent mais comment X peut être de retour parce que normalement il est mort, voilà. Alors bon, là ça peut créer un effet de surprise, et si on prend l'univers étendu, ben, on sait déjà que X en fait n'est pas mort, mais pour ça il faut se rapporter non pas au film mais aux animés. La scène en elle-même est plutôt sympa parce que bon, on voit X légèrement vieillissant. Ils ont vraiment voulu se rapprocher de l'univers animé, voilà, de s'en approcher en fait. Voilà. Alors, du coup, ça crée une surprise parce que ça peut laisser supposer plusieurs trucs. Ça peut éventuellement teaser le spin-off sur Obi-Wan. Ce qui est dérangeant, c'est que en fait, si le personnage X apparaît, et, il se trouve que dans les animés, Obi-Wan, il affronte déjà X. Quel est l'intérêt? Parce que le duel Obi-Wan X, on l'a eu dans Rebels, et Obi-Wan était vieux. Et s'ils font un spin-off sur Obi-Wan, logiquement, si c'est un spin-off, si c'est une origin story, ça sera, ils parleront d'Obi-Wan quand il était jeune. Ça peut éventuellement teaser le spin-off sur Boba Fett, qui a été annoncé là récemment. Du coup, ça pourrait annoncer un duel éventuellement entre X et Boba. En fait, on pourrait supposer que Dark Vador, voyant en X une menace, il décide d'envoyer Boba pour le tuer. Du coup, on pourrait avoir un duel Boba Fett et X, et pourquoi pas un duel Dark Vador et X.
Après, moi ce qui me gêne, c'est qu'on nous a vendu ce film comme une espèce de western spatial, et le problème c'est que c'est complètement foireux. Si on est tombé dans les trucs clichés, voilà, des exemples tout bêtes. Voilà, ils ont dû se dire, bah tiens, on va faire un solo, voilà, ça va être un western spatial. Qu'est-ce qu'il y a dans un western? Une partie de poker. Nickel, on a une partie de poker entre Solo et Lando. Ok. Y a quoi d'autre dans un western? Y a des duels. Bon bah c'est parti, on valide, on met quelques gunfights. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans un western? Y a un train. Là, on a la scène du train qui est visible dans la bande-annonce, que c'est en aucun cas le film répond à la définition du western spatial. Voilà, il y avait de quoi, il y avait les ingrédients pour faire un western, mais ce n'est pas un western, c'est un film, d'aventure en fait. Et il y a un autre truc qui est également dérangeant, c'est la luminosité, qui est vraiment désastreuse, c'est-à-dire c'est-à-dire on a une espèce de voile, on a l'impression qu'ils ont collé une espèce de filtre Instagram devant l'objectif de la caméra, et même lorsqu'il y a des scènes en plein jour, on a une espèce une espèce de teinte qui est terne, morne, fade, voilà, on a une espèce de voile qui flingue les yeux, et c'est vraiment dommage quoi, parce que même les scènes vraiment en pleine lumière, on a ce putain de voile qui donne un aspect de brouillard. Voilà. Bon bah sur ce, je vous laisse. Du coup, je vous retrouverai pour une critique de probablement le prochain film, c'est Jurassic World 2 Fallen Kingdom, qui sort le 6 juin. Alors lui, je vais aller le voir, voilà, et je vous ferai un petit retour. Et en attendant, je vous dis au revoir, et comme on dit, que la force soit avec vous. Au revoir.